Salut tout le monde, toujours sur la mer des monstres, on est au chapitre 18, l'invasion des poneys fêtards. Et je pense que ce sera la dernière vidéo euh, sur la mer des monstres. Il reste 3 chapitres à lire. Du coup je vais les faire dans cette vidéo, peu importe la durée. Bon, je pense pas que ça va durer plus d'1h30 de toute façon. Donc c'est parti. Chapitre 18, on est à 86% du livre. L'invasion des poneys fêtards. Affronte-moi en duel, ai-je dit à Luc. De quoi as-tu peur? Luc a grimacé avec mépris. Les soldats qui étaient sur le point de nous tuer, ont hésité, attendant son ordre. Avant qu'il ait pu prendre la parole, Agrios, l'homme ours, a déboulé sur le pont en tenant un cheval ailé par la bride. C'était le premier Pégase noir jet que je voyais de ma vie. Une jument Pégase aux ailes de corbeau géant. Elle se cabrait et hennissait. Je comprenais ses pensées. Elle traitait Luc et Agrios de noms tellement grossiers que Chiron lui aurait lavé le museau au savon spécial cuir. Mon commandant, s'est écrié Agrios, esquivant un coup de sabot. Votre monture est prête. Luc gardait les yeux rivés sur moi. Je te l'ai déjà dit l'été dernier, Percy. Tu n'arriveras pas à m'attirer dans un duel. Et toi, tu passes ton temps à éviter de m'affronter. As-tu peur que tes guerriers te voient te faire battre? Luc a jeté un coup d'œil à ses hommes, et j'ai vu que je l'avais piégé. S'il refusait le duel, maintenant, il aurait l'air faible aux yeux de ses sbires, mais s'il m'affrontait, il perdrait un temps précieux pour poursuivre Clarisse. Quant à moi, je ne pouvais espérer au mieux que détourner son attention et donner ainsi une chance à mes amis de s'enfuir. Si quelqu'un était capable de concevoir un plan pour se sauver de ce bateau, c'était Annabeth. L'inconvénient, c'est que je savais que Luc était un épéiste remarquable. Je vais te tuer vite fait, a-t-il finalement décidé, en levant son arme. Perfide faisait 30 bons centimètres de plus que mon épée. Sa lame luisait d'un éclat or et gris maléfique. À l'endroit où l'acier humain se fondait dans le bronze céleste, je sentais presque le combat interne que se livrait la lame, comme celui de deux aimants opposés réunis de force. J'ignorais comment cette lame avait pu être fabriquée, mais je pressentais une tragédie derrière sa conception. Quelqu'un était mort dans le processus. Luc a sifflé et un de ses sbires lui a lancé un bouclier rond en cuir et bronze. Il m'a décoché un sourire cruel. Luc, a dit Annabeth, donne-lui un bouclier au moins. Désolé Annabeth, ici, chacun apporte son matos. L'absence de bouclier posait problème. Se battre à deux mains avec seulement son épée donne plus de puissance, mais se battre d'une main en se protégeant avec un bouclier de l'autre donne une meilleure défense et de la souplesse. On dispose de plus de stratégie, de plus de mouvements, de plus de façons de faire mouche. J'ai repensé à Chiron qui m'avait dit de rester à la colonie, quoi qu'il arrive, et d'apprendre à me battre. Je ne l'avais pas écouté, et maintenant j'allais le payer. Luc s'est lancé et a failli me tuer à la première estocade. Son épée a plongé sous mon bras, déchiré mon t-shirt et éraflé mes côtes. J'ai reculé d'un bond et contre-attaqué avec turbulence, mais Luc a barré ma botte avec son bouclier. Par les dieux, Percy m'a-t-il lancé d'un ton railleur. Tu manques d'entraînement. Il m'a assailli de nouveau, visant ma tête. J'ai paré le coup et je lui ai retourné une estocade qu'il a esquivée sans peine. Mon estafilade aux côtes me brûlait. J'avais le cœur qui battait à se rompre.
Quand Luc s'est à nouveau jeté vers moi, j'ai sauté en arrière et suis tombé dans la piscine. Immédiatement, j'ai senti un regain de force. J'ai tournoyé sous l'eau, créant un entonnoir et rejailli à l'autre bout, juste sous le nez de Luc. La force de l'eau l'a envoyé à terre, aveuglé et crachotant, mais avant que je puisse le frapper, il a roulé sur lui-même et s'est relevé. Je l'ai attaqué, tranchant le bord de son bouclier d'un coup d'épée, mais ça n'a pas eu l'air de lui faire le moindre effet. Il s'est accroupi et m'a porté une botte à la jambe. Soudain, ma cuisse s'est mise à brûler d'une douleur si vive que je me suis écroulé. Mon jean était déchiré au-dessus du genou. J'étais blessé et j'ignorais à quel point c'était grave. Luc a asséné son épée et j'ai roulé derrière une chaise longue. J'ai voulu me jeter, me lever. Ma jambe a refusé de soutenir mon poids. Merci, a bêlé Grover. J'ai roulé de nouveau sur moi-même, tandis que l'épée de Luc s'abattait et tranchait la chaise longue en deux. Tube métallique compris. Je me suis mis à ramper vers la piscine, luttant de toutes mes forces pour ne pas m'évanouir. Je n'allais jamais y arriver. Luc le savait, lui aussi. Il s'est avancé lentement, sourire aux lèvres. Le bord de son épée était teinté de rouge. Il y a une chose que j'aimerais que tu regardes avant de mourir, Percy. Il a tourné la tête vers Orios, l'homme ours, qui tenait toujours Annabeth et Grover par le cou. Tu peux prendre ton dîner maintenant, Orios, bon appétit. Hé hé, a ricané l'homme ours en soulevant mes amis et en retroussant les babines. C'est là qu'une pagaille monstrueuse a éclaté. Zip! Une flèche ornée de plumes rouges s'est figée dans la bouche ouverte d'Orios. Une expression de surprise sur son visage couvert de fourrure. Il s'est écroulé sur le pont. Mon frère, a gémi Agrios, qui a relâché les rênes juste assez longtemps pour que la jument Pégase le propulse dans la baie de Miami d'un coup de sabot à la tête. Une fraction de seconde, les spires de Luc sont restés trop stupéfaits pour faire autre chose que regarder les corps des jumeaux se dissiper en fumée. Puis a retenti un fracas de cris de guerre et de sabots heurtant le métal. Une douzaine de centaures a chargé, déboulant de l'escalier principal. Des dadas, s'est écrié Tyson. Au comble du ravissement, à ce stade, mon cerveau moulinait dur pour traiter toutes les informations visuelles qui lui parvenaient. Chiron se trouvait dans la bande, mais ses compagnons n'avaient presque aucun point commun avec lui. Il y avait parmi eux des centaures au corps des talons, arabes noirs, d'autres au corps d'alaisons dorées à grains blancs, d'autres à la robe constellée de grosses taches fauves et blanches. Certains portaient des t-shirts de couleur vive avec une inscription annonçant en lettres fluo « Bonnet fêtard, division de Floride Sud ». Certains étaient armés d'arcs, d'autres de battes de baseball, d'autres encore de lanceurs de paintball. L'un d'eux s'était peint le visage comme un guerrier comanche et agitait une énorme main en polystyrène orange. Un autre était torse nu et entièrement peint en vert. Un troisième avait des lunettes de farce à trappe, avec de faux yeux qui rebondissaient au bout de ressorts en plastique, et une de ses casquettes de baseball avec porte-canettes intégrées sur chaque côté de la tête. Ils ont tous débarqué sur le pont avec une telle férocité, dans une telle explosion de couleurs, que l'espace d'un moment même Luc est resté paralysé. Je n'arrivais pas à comprendre s'il venait faire la fête ou attaquer. Apparemment les deux. Au moment où Luc levait son épée pour rassembler ses troupes, un centaure lui a envoyé une flèche personnalisée, coiffée d'un gant de boxe en cuir. Luc l'a reçu en pleine figure et il est tombé à la renverse dans la piscine.
Ces guerriers se sont dispersés. Difficile de leur reprocher. C'est déjà assez effrayant de se retrouver face aux sabots d'un étalon qui rue, mais devant un centaure armé d'un arc qui pousse des cris de joie en agitant sa tête coiffée d'une casquette de baseball, une canette de soda au-dessus de chaque oreille. Même le plus vaillant des guerriers battrait en retraite. Venez, on va en dégommer quelques-uns, a crié un des bonnets fêtards. Ils se sont tous mis à tirer avec leurs pistolets de paintball. Une vague de bleu et de jaune s'est abattue sur les guerriers de Luc, les aveuglant et les éclaboussant de la tête aux pieds. Ils ont tenté de fuir en courant, mais ont glissé et se sont étalés sur le pont. Chiron a rejoint Annabeth et Grover au galop, les accueillit délicatement et déposés sur sa croupe. J'essayais de me lever, mais ma jambe blessée me brûlait plus que jamais. Luc s'extirpait de la piscine. Attaquez, bande d'imbéciles, a-t-il ordonné à ses guerriers. Quelque part, sous le pont, une sonnerie d'alarme s'est déclenchée. D'une seconde à l'autre, les renforts de Luc arriveraient et nous submerger par leur nombre. Déjà, ces sbires se remettaient de leur surprise et attaquaient les centaures en brandissant des lampes, des lances et des épées. Tyson en envoyait valser une demi-douzaine par-dessus le bastingage dans la baie de Miami, mais d'autres guerriers déboulaient de l'escalier. « Repliez-vous, mes frères, a ordonné Chiron. Tu me revaudras ça, l'homme cheval, a crié Luc. Il a brandi son épée, mais une autre flèche, camp de boxe, l'a frappé en pleine figure. Et il est tombé, assis dans une chaise longue. Un centaure, Palomino, m'a hissé sur sa croupe. Eh mec, récupère ton gros copain. Tyson, ai-je hurlé, viens vite. Tyson a lâché les deux guerriers, dont il s'apprêtait à faire un nœud, et nous a rejoints en courant. Il a sauté sur le dos du centaure. Eh mec, a grogné le centaure, flanchant presque sous le poids de Tyson. Tu sais pas ce que ça veut dire? Régime basse calorie. Les guerriers de Luc se disposaient en phalange, le temps qu'ils soient prêts à avancer. Cependant, les centaures avaient galopé jusqu'au bord du pont et sautaient témérairement par-dessus le bastingage, comme si c'était une haie à franchir et non 10 étages au-dessus du sol. J'étais persuadé que nous allions mourir. Nous sommes tombés en flèche vers le quai, mais les centaures ont touché le bitume avec à peine une secousse, puis ils ont lancé une dernière portée de raillerie à l'intention du princesse Andromède, avant de partir au galop vers le centre de Miami. Je n'avais aucune idée de ce que pensaient les habitants de Miami en nous voyant débouler au galop dans un concert de cris. Bientôt, les rues et les immeubles ont été gommés par la vitesse des centaures. J'avais l'impression que l'espace se resserrait, comme si chaque foulée de centaures nous faisait parcourir des kilomètres et des kilomètres. On n'a rien de temps. Nous avons laissé la ville loin derrière nous. Nous traversions maintenant des étendues marécageuses couvertes de hautes herbes, parsemées d'étangs et d'arbres rabougris. Pour finir, nous nous sommes arrêtés dans un village de mobile-homes au bord d'un lac. Les mobile-homes étaient tous des fourgons à chevaux équipés de télévision, de mini-réfrigérateurs et de moustiquaires. Mec, s'est crié un poney fêtard en déchargeant son matériel. T'as vu la tronche du nounours? Il était là genre, oh la vache, j'ai une flèche dans la bouche. Le centaure aux lunettes de farce et attrape Harry. Ouais, trop drôle. Coup de boule, mon pote. Les deux centaures ont chargé l'un vers l'autre et se sont heurtés de plein fouet, front contre front, puis se sont séparés en titubant, projetés chacun dans un sens par l'impact, un sourire de dingue sur le visage. Chiron a soupiré. Il a déposé Annabeth
Chiron, ai-je dit, pas encore remis du choc de sa présence. Vous nous avez sauvés. Il m'a adressé un sourire malicieux. Je ne pouvais décemment pas vous laisser mourir, voyons. D'autant que vous avez lavé mon honneur. Mais comment as-tu su que nous étions là? A demandé Annabeth. Anticipation, ma chère. J'ai supposé que vous échoueriez près de Miami si vous sortiez vivant de la mer de monstres. Presque toutes les bizarreries échouent près de Miami. Merci à grommelé Grover. Non, non, a protesté Chiron. Je ne voulais pas dire. Oh, peu importe. Je suis vraiment heureux de te voir, mon jeune satyre. Le fait est que j'ai pu capter l'iris mail de Percy et retrouver le signal. Iris et moi sommes amis depuis des siècles. Je lui ai demandé de me prévenir de toutes les communications importantes dans le secteur. Ensuite, je n'ai pas eu de mal à convaincre mes cousins de courir à votre secours. Comme vous l'avez vu, nous autres centaures pouvons nous déplacer très vite si nous le souhaitons. La distance ne représente pas la même chose pour nous que pour les humains. J'ai jeté un coup d'œil vers le feu de camp, devant lequel 3 bonnets fêtards montraient à Tyson comment se servir d'un lanceur de paintball. J'espérais qu'il savait à quoi il s'exposait. Et maintenant, ai-je demandé à Chiron, on laisse Luc repartir comme ça. Chronos est à bord de son bateau, des morceaux de lui en tout cas. Chiron s'est agenouillé en pliant délicatement les pattes avant sous son corps. Il a ouvert la pochette de secours qu'il portait à sa ceinture et entrepris de soigner mes blessures. J'ai bien peur, Percy, que la rencontre d'aujourd'hui ait été un match nul. Nous n'étions pas assez nombreux pour nous emparer de ce bateau. Luc n'était pas assez organisé pour nous poursuivre. Personne n'a gagné. Mais nous avons la toison, s'est écrié Annabeth, à l'heure qu'il est. Clarisse fait route vers la colonie. Chiron a hoché la tête. Toutefois, il paraissait encore perplexe. Vous êtes tous de vrais héros, a-t-il dit. Et dès que nous aurons remis Percy sur pied, vous devrez rentrer à la colonie des Sans-Mêlés. Les centaures vous emmèneront. Vous viendrez, vous aussi, ai-je demandé. Oh oui, Percy, je serai soulagé de rentrer à la maison. Mes frères ne savent pas apprécier Dean Martin. Par ailleurs, je dois avoir une petite discussion avec Monsieur D. Nous devons organiser le reste de l'été. Il y a encore tant d'entraînement à prodiguer. Et je suis curieux de voir la toison. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais je me suis souvenu alors, avec inquiétude, des paroles de Luc. Je devrais laisser prendre la toison, après m'en être servi. Avait-il menti tout simplement? Je savais d'expérience qu'avec Chronos, il y avait presque toujours un plan à l'intérieur du plan. Ce n'était pas pour rien que le seigneur des titans était surnommé le Retour. Il n'avait pas son pareil pour amener les gens à faire ce qu'il voulait, sans jamais les laisser soupçonner ses intentions. Du côté du feu de camp, Tyson se déchaînait avec son lanceur de paintball. Un projectile bleu s'est écrasé contre un des centaures et l'a catapulté en arrière dans le lac. Le centaure est ressorti de l'eau en souriant, couvert de face et de peinture bleue. Et il a levé le pouce avec enthousiasme. Annabeth, a dit Chiron, si vous alliez surveiller un peu Tyson et mes cousins, Grover et toi, avant qu'ils n'échangent trop de mauvaises habitudes. Annabeth a croisé le regard de Chiron. Un accord tacite est passé entre eux. Bien sûr, Chiron, tu viens me piquer. Mais je n'aime pas le paintball. Mais si, elle a tiré Grover par la main, puis l'a entraîné vers le feu de camp. Chiron a terminé mon pansement
J'ai eu une discussion avec Annabeth en venant ici. Une discussion sur la prophétie. Aïe, ai-je pensé. Ce n'était pas sa faute, me suis-je empressé de dire. Je l'ai obligé à m'en parler. Une lueur d'irritation s'est allumée dans les yeux de Chiron. Je me suis préparé à recevoir un savon, mais l'agacement avait place à la lassitude dans son regard. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que le secret soit préservé éternellement, a-t-il soupiré. Alors, c'est bien de moi qu'il s'agit, dans la prophétie. Chiron a rangé les pansements dans sa pochette. Si seulement je le savais, Percy, tu n'as pas encore 16 ans. Pour le moment, nous devons simplement t'entraîner le mieux possible et laisser l'avenir aux mains des parcs. Les parcs, voilà longtemps que je n'avais pas pensé à ces vieilles dames. Mais maintenant que Chiron les évoquait, quelque chose a fait tilt dans ma tête. Voilà donc ce que ça signifiait, ai-je soupiré. Ce que signifiait quoi a demandé Chiron en fronçant les sourcils. L'été dernier, le présage des parcs, quand je les ai vus trancher le fil de la vie de quelqu'un, j'ai cru que ça signifiait que j'allais mourir tout de suite. Mais c'était pire que ça, la mort qu'elles ont prédite. Elle surviendra à mes 16 ans. La queue de Chiron s'est agitée nerveusement dans l'herbe. Mon garçon, tu ne peux pas en être sûr. Nous ne savons même pas si la prophétie porte sur toi. Mais il n'y a pas d'autre enfant d'un des trois grands, à notre connaissance. Et Cronos se reconstitue. Il va détruire le mont Olympe. Il essayera. On est convenu, Chiron, et la civilisation occidentale avec. Si nous ne l'arrêtons pas, mais nous l'arrêterons, Percy, et tu ne seras pas seul dans ce combat. Je savais qu'il tentait de me réconforter, mais je me souvenais de ce que m'avait dit Annabeth. À la fin, tout dépendrait d'un seul héros, une seule décision, qui entraînerait le salut ou la perte de l'Occident. Et j'avais la conviction que les parcs m'avaient adressé une forme de mise en garde. Il allait arriver quelque chose de terrible, soit à moi, soit à un de mes proches. Je ne suis qu'un enfant. Chiron, ai-je protesté, d'une pauvre petite voix. Que peut faire un misérable héros contre une puissance comme Cronos? Chiron s'est forcé à sourire. Que peut faire un misérable héros? Le lieutenant-colonel Joshua Lawrence Chamberlain m'a dit quelque chose d'approchant. Un jour, juste avant de changer à lui tout seul le cours de votre guerre de sécession, il a sorti une flèche de son carquois et a tourné la pointe à serrer pour la faire briller à la lumière du feu. Du bronze céleste, Percy, une arme d'immortel. Que se passerait-il si tu envoyais cette flèche à un humain? Rien, j'ai répondu. Elle le traverserait comme de l'air. C'est exact. Les humains ne vivent pas au même niveau d'existence que les immortels. Nos armes ne peuvent pas les blesser. Mais toi, Percy, tu es à moitié dieu, moitié humain. Tu vis dans les deux mondes. Les deux peuvent te nuire. Et toi, tu peux affecter les deux. C'est cela qui rend les héros si spéciaux. Vous portez les rêves de l'humanité dans le royaume de l'Éternel. Les monstres ne meurent jamais. Ils renaissent du chaos et de la barbarie qui couvrent sous toute civilisation. Cela même dont se nourrit Cronos, il faut les terrasser encore et encore, les repousser constamment. Les héros incarnent cette lutte. Vous livrez les combats que l'humanité doit gagner à chaque génération pour demeurer humaine. Me comprends-tu? Je ne suis pas sûr. Efforce-toi de comprendre, Percy, car que tu sois ou non l'enfant de la prophétie, Cronos pense que tu l'es. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, il va finir par renoncer à te rallier à sa cause. Or, c'était la seule raison pour laquelle il ne te tuait pas. Jusqu'à présent, tu sais,
rassure qu'il ne peut pas t'utiliser, il te détruira. Vous parlez comme si vous le connaissiez. Chiron a pincé les lèvres. Mais je le connais, oui. Je l'ai dévisagé. J'oublie parfois que Chiron est extrêmement âgé. Est-ce pour cela que Monsieur D vous a accusé quand l'arbre a été empoisonné, et pour cela aussi que vous avez dit que certaines personnes ne vous faisaient pas confiance? Effectivement, mais Chiron, enfin je veux dire, qu'est-ce qui pourrait bien leur faire croire que vous trahiriez la colonie pour Chronos? Les yeux brun foncé de Chiron étaient chargés de milliers d'années de tristesse. Percy, m'a-t-il dit, souviens-toi de ton instruction, souviens-toi de tes cours de mythologie. Quelle est ma relation au Seigneur des Titans? J'ai essayé de réfléchir, mais je m'étais toujours embrouillé dans les personnages de la mythologie. Même maintenant, où c'était devenu d'une réalité vitale pour moi, j'avais du mal à me souvenir de tous les noms et de tous les faits. Vous devez une faveur à Chronos, c'est ça? Il vous a épargné un jour. Percy, a dit Chiron d'une voix incroyablement douce. Le titan Chronos est mon père. Et c'est là-dessus que s'achève le chapitre 18. Pas mal. Chapitre 19. La course de chars s'achève en explosion. Nous sommes arrivés à Long Island, juste après Clarisse, grâce au pouvoir de vitesse des centaures. J'avais voyagé sur le dos de Chiron, mais nous n'avons pas parlé beaucoup. Beaucoup parlé, et surtout, pas de Chronos. Je savais qu'il lui en avait coûté de me faire cette révélation. Je ne voulais pas l'importuner en lui posant d'autres questions. Je veux dire, des parents qui font honte. J'en ai rencontré des tas, mais Chronos, le maléfique seigneur des titans, qui voulait détruire la civilisation occidentale, ce n'est pas le genre de père qu'on amène à son collège pour la journée d'information sur les métiers. Les centaures étaient impatients de rencontrer Dionysos. Ils avaient entendu dire qu'il donnait des fêtes du tonnerre, mais ils s'en étaient acquittés pour leur déception. Le dieu du vin n'avait pas le cœur à la fête quand toute la colonie s'est rassemblée en haut de la colline des Sans-Mêlés. La colonie avait connu 2 semaines très dures. Le bungalow de l'artisanat avait été réduit en cendres par l'attaque d'un Draco Unionus, ce qui, d'après ce que j'ai compris, signifie très gros lézard dont la laine fait tout exploser. Les chambres de la grande maison étaient pleines à craquer de blessés. Les Apollons, qui étaient les meilleurs guérisseurs, travaillaient sans relâche pour porter les premiers soins. Quand nous nous sommes réunis autour de l'arbre de Thalia, tout le monde avait l'air éprouvé et fatigué. À l'instant où Clarisse attrapait la toison d'or sur la branche la plus basse du pin, le clair de lune apparut briller plus fort, passant du gris au vif argent. Une brise fraîche a fait bruisser les branches et ondoyer l'herbe jusqu'au fond de la vallée. Tout s'est intensifié. L'éclat des lucioles dans les bois, le parfum des fraises, la rumeur des vagues sur le rivage. Peu à peu, les aiguilles marron du pin ont commencé à reverdir. Tout le monde a applaudi. Le processus était lent, mais indéniable. La magie de la toison s'infiltrait dans l'arbre, en l'emplissant d'une force nouvelle qui chassait le poison. Chiron a ordonné une surveillance de 24 heures sur 24 au sommet de la colline, le temps qu'il trouve un monstre capable de protéger la toison. Il a dit qu'il allait mettre tout de suite une petite annonce dans Olympe Hebdo. Là-dessus, les compagnons de Clarisse l'ont porté en triomphe sur leurs épaules jusqu'à l'amphithéâtre.
de grandes festivités en son honneur autour du feu de camp. Personne n'accordait la moindre attention à Annabeth et moi. C'était comme si nous n'étions jamais partis, d'une certaine façon. Je crois que c'était le meilleur des remerciements, car s'ils avaient admis que nous avions filé en douce de la colonie, ils auraient été obligés de nous renvoyer. Et pour être honnête, je n'avais aucune envie d'être le centre d'attention. Ça faisait du bien d'être un pensionnaire comme tous les autres, pour une fois. Plus tard dans la soirée, pendant que nous faisions griller des marshmallows en écoutant les frères Alatir nous raconter une histoire de fantôme sur un méchant roi qui s'était fait dévorer vivant par des croissants et brioches démoniaques, Clarisse m'a bousculé par derrière et murmuré à l'oreille: « Ne t'imagine pas, Jackson, que parce que t'as été cool une fois, Arès va te laisser tranquille. J'attends toujours la bonne occasion pour te pulvériser. » Je lui ai souri à contre-cœur. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé. « Rien, ça fait plaisir d'être à la maison, c'est tout. » Le lendemain matin, après que les centaures eurent pris congé pour gagner la Floride, Chiron a fait une annonce surprise. Les courses de chars se poursuivraient comme prévu. Nous avions tous cru qu'elles étaient reléguées au passé avec Nantal, mais mener la compétition à son terme nous a paru la chose à faire maintenant que Chiron était de retour et la colonie hors de danger. Tyson n'était pas très chaud pour remonter sur un char après notre expérience, mais il était ravi de me laisser faire équipe. Avec Annabeth, je conduirais Annabeth, nous défendrait, et Tyson assurait le rôle d'équipe de ravitaillement. Pendant que je travaillais avec les chevaux, Tyson réparait le char d'Athéna en lui portant une foule de modifications spéciales. Nous avons passé les 2 journées suivantes à nous entraîner comme des fous. Annabeth et moi sommes convenus que si nous emportions la victoire, le prix, dispense de corvée pour le restant du mois, serait divisé entre nos 2 bungalows. Les Athéna étant plus nombreux, ce serait surtout eux qui profiteraient de la dispense, mais ça ne me gênait pas, je me moquais du prix, je voulais juste gagner. La veille de la course, je me suis attardé à l'écurie, je parlais à nos chevaux en les étrayant une dernière fois, quand une voix derrière moi a dit: « Quels beaux animaux que les chevaux! Je regrette de ne pas en avoir eu l'idée. » Un homme d'une 50aine d'années, en uniforme de facteur, s'appuyait contre la porte de l'écurie. Il était mince, des boucles brunes dépassaient de son casque, et il portait un sac postal jeté sur l'épaule. « Hermès, ai-je bafouillé ? » ?»« Bonsoir, Percy. Tu ne m'as pas reconnu, sans mon jogging, hein ? Je ne savais pas si j'étais censé m'agenouiller, lui acheter des timbres ou quoi. » C'est alors que j'ai compris la raison de sa visite. « Oh, écoutez, Seigneur Hermès, pour Luc. » Le dieu a dressé les sourcils. Nous l'avons vu, effectivement, mais tu n'as pas pu lui faire entendre raison. Eh ben, nous avons essayé de nous entretuer dans un duel. En fait, je vois, tu attendais l'approche diplomatique. Je suis vraiment désolé. Je veux dire, vous nous avez donné tous ces cadeaux formidables, et je sais que vous vouliez vraiment que Luc revienne de notre côté, mais il est devenu méchant, réellement méchant. Il a dit qu'il avait l'impression que vous l'aviez abandonné. J'ai attendu qu'Hermès se mette en colère. J'ai même craint qu'il me change en hamster ou autre mulot. Or, je n'avais aucune envie de revivre une minute de plus dans la peau d'un rongeur. Mais il s'est contenté de soupirer. « Et toi, Percy, as-tu jamais l'impression que ton père t'a abandonné ? » Oh, bon sang, j'avais envie de répondre, juste une centaine de fois par jour. Je n'avais pas parlé à Poséidon depuis l'été dernier. Je n'étais jamais allé à son palais sous les mers. Et puis, il y avait
avait toute cette histoire de Tyson? Pas un avertissement, pas une explication. Du jour au lendemain, boum, tu as un frère. Ça aurait mérité un petit coup de fil ou quelque chose pour me préparer à la nouvelle. Pourtant, vous ne croyez pas. Plus j'y pensais, plus je sentais la colère monter en moi. J'ai alors pris conscience que je voulais de la reconnaissance pour la quête que je venais de mener à bien, mais pas de la part des autres pensionnaires, de la part de mon père. Je voulais qu'il me remarque, qu'il dise quelque chose. Hermès a rajusté sa bandoulière de son sac sur son épaule. Percy, la chose la plus difficile quand on est un dieu, c'est qu'on doit souvent agir de façon indirecte, surtout quand il s'agit de ses enfants. Si nous intervenions chaque fois que nos enfants étaient en difficulté, eh bien, ça ne ferait que créer d'autres problèmes et encore plus de rancœur. Mais je crois que si tu prenais le temps d'y réfléchir, tu verrais qu'en fait, Poséidon fait attention à toi, il a exaucé tes prières. Mon seul espoir, c'est qu'un jour Luc comprenne cela en ce qui me concerne. Tu n'as peut-être pas la sensation d'avoir réussi. Il n'empêche que tu as rappelé Luc qui il était. Tu lui as parlé. J'ai essayé de le tuer. Hermès a haussé les épaules. Les familles, c'est compliqué. Les familles immortelles sont éternellement compliquées. Quelquefois, le mieux que nous puissions faire, c'est de nous rappeler les uns aux autres que nous avons des liens de parenté, pour le meilleur ou pour le pire, et d'essayer de réduire les tueries et les mutilations au minimum. Ça ne m'a pas paru la recette de la famille idéale, cela dit. En repensant à ma quête, je me suis rendu compte qu'Hermès avait peut-être raison. Poséidon avait envoyé les hippocampes à notre secours. Il m'avait donné des pouvoirs sur la mer que je m'étais jamais connu. Et puis, il y avait Tyson. Poséidon nous avait-il réunis délibérément? Combien de fois cet été Tyson m'avait-il sauvé la vie? Au loin, la conque a retenti, sonnant le couvre-feu. Tu devrais aller te coucher, a dit Hermès. Je t'ai aidé à t'attirer bien assez d'ennuis comme ça pour cet été. Aujourd'hui, je suis juste venu te remettre un message. Un message. Percy, n'oublie pas que je suis le messager des dieux. Il a sorti un bloc, signature électronique, de sa besace et me l'a tendu. Signe ici, s'il te plaît. J'ai attrapé le stylet avant de me rendre compte que 2 minuscules serpents de fer étaient enroulés en spirale tout autour, avec un cri de surprise. J'ai lâché le bloc. Aïe, a dit Georges. Vraiment, Percy, m'a grondé Martha. Ça te pleurait qu'on te jette par terre dans une écurie. Oh, excusez-moi. Je n'aimais pas trop l'idée de toucher des serpents, mais j'ai ramassé le bloc et son stylet. Martha et Georges chicotaient sous mes doigts, m'obligeant à tenir le stylet correctement, comme me le montrait mon prof de CE1. Tu m'as rapporté un rat, a demandé Georges. Non, ai-je dit, on n'en a pas trouvé. Pas de cochon d'Inde non plus. Georges, l'a réprimandé Martha. Ne taquine pas le garçon. J'ai signé et rendu le bloc à Hermès. En échange, il m'a donné une enveloppe bleue océan. Mes mains tremblaient avant même de l'ouvrir. Je savais qu'elle provenait de mon père. Je sentais son pouvoir traverser le papier bleu, frais comme si l'enveloppe elle-même avait été coupée dans une vague. Bonne chance pour demain, a dit Hermès. C'est un bel attelage que tu as là, mais tu ne m'en voudras pas si je soutiens l'équipe du bungalow d'Hermès. Et ne te laisse pas décourager en lisant la lettre, mon petit, m'a glissé Martha. Il prend ton intérêt très à cœur. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. Ne fais pas attention à ce qu'elle raconte, a lancé Georges. Et la prochaine fois, n'oublie pas que les serpents marchent au pourboire. Ça suffit, vous deux, a dit Hermès. Au revoir, Percy, ou plutôt à la prochaine. De petites ailes blanches ont jailli sur les côtés de son casque. Il s'est mis à scintiller, et j'ai détourné
les yeux, sachant bien qu'il n'est pas sage de regarder un dieu prendre sa véritable forme divine. Dans un éclair de lumière blanche, Hermès a disparu et je me suis retrouvé seul avec les chevaux. J'ai regardé l'enveloppe bleue que j'avais entre les mains. Elle m'était adressée d'une écriture forte mais élégante que j'avais déjà vue une fois sur un colis que Poséidon m'avait envoyé l'été dernier. Percy Jackson, colonie des Sans-Mêlés, Farm Road, 3141, Long Island, New York, 119 054. Une vraie lettre de mon père. Peut-être qu'il me félicitait pour avoir retrouvé la toison d'or. Peut-être qu'il me donnait des explications sur Tyson, ou s'excusait de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. Il y avait tant de choses que j'espérais lire. Dans cette lettre, j'ai ouvert l'enveloppe et déplié la feuille. 2 mots seulement étaient tracés au milieu de la page. Prépare-toi. Le lendemain matin, tous les pensionnaires s'affairaient pour les derniers préparatifs, même s'ils ne pouvaient pas s'empêcher de jeter des coups d'œil inquiets au ciel, comme s'ils redoutaient d'y voir surgir des oiseaux de Stymphale. Rien de tel. C'était une superbe journée d'été ensoleillée. La colonie commençait à reprendre son aspect normal. Les prairies étaient verdoyantes. Les colonnes de marbre blanc, des édifices grecs scintillaient et des dryades jouaient dans les bois avec insouciance. Mais moi, j'avais le cœur gros. J'avais passé une nuit blanche à retourner dans ma tête l'avertissement de Poséidon. Prépare-toi. Non mais quand même, il se donne la peine d'écrire une lettre et il n'y met que 2 mots. Martha le serpent m'avait dit de ne pas être déçu. Poséidon avait peut-être ses raisons de rester aussi mystérieux. Peut-être qu'il ignorait contre quoi au juste. Il voulait me mettre en garde, mais qu'il sentait que quelque chose de grave se tramait. Quelque chose qui me ficherait à plat si je n'étais pas préparé. C'était difficile, mais je me suis efforcé de concentrer mes pensées sur la course. Pendant le trajet qui nous amenait à la piste, Annabeth et moi, je ne pouvais qu'admirer le travail qu'avait effectué Tyson. Le chariot d'Athéna rutilait maintenant de carénage de bronze. Il avait réaligné les roues en les équipant d'une suspension magique qui absorbait les secousses. Nous avions la sensation de glisser. L'attelage était tellement bien équilibré que les chevaux répondaient au plus léger coup de renne. Tyson nous avait aussi fabriqué 2 javelots, équipés chacun de 3 boutons sur la hampe. Si on appuyait sur le premier, le javelot exploserait au contact de sa cible, en libérant un fil de fer tranchant qui se prendrait dans les roues de l'adversaire et les réduirait en charpie. Le deuxième bouton dotait le javelot d'un fer de lance en bronze contondant, mais qui pouvait néanmoins faire très mal, destiné à renverser un aurige de son char. Quant au troisième, il commandait un grappin dont on pouvait se servir pour s'accrocher au char d'un adversaire ou le repousser. Je trouvais que nous avions pas mal d'atouts de notre côté. Avec ce formidable équipement, mais Tyson m'a conseillé d'être prudent. Les autres équipes avaient elles aussi plus d'un tour dans leur sac. Tiens, m'a-t-il dit juste avant le début de la course. Il m'a tendu une montre. Elle n'avait rien de spécial. Cadran blanc et argenté, bracelet de cuir noir. Mais dès que je l'ai vu, je me suis rendu compte que c'était l'objet sur lequel je l'avais vu travailler tout l'été. Je n'avais pas l'habitude de porter de montre. L'heure, je m'en fichais un peu. Mais je ne pouvais pas dire non à Tyson. Merci, vieux. J'ai mis la montre, dont la légèreté m'a étonné. Je ne sentais quasiment pas que je l'avais au poignet. J'avais pas fini à temps pour le voyage, a grommelé Tyson. Excuse.
Il n'y a pas de problème, vieux. Si tu as besoin de protection pendant la course, m'a-t-il conseillé, appuie sur le bouton. Ah d'accord. Je ne voyais pas en quoi ça pourrait m'aider de connaître l'heure exacte, mais j'étais touché par le geste de Tyson. Je lui ai promis que je penserais à la montre. Et, Tyson, il m'a regardé. Je voulais te dire, enfin, je cherchais le moyen de lui présenter mes excuses pour avoir eu honte de lui avant la quête, pour avoir raconté à tout le monde qu'il n'était pas mon vrai frère. Ce n'était pas facile de trouver les mots. Je sais ce que tu vas me dire, a murmuré Tyson, l'air gêné. En fin de compte, Poséidon s'est bien occupé de moi. Bon, il t'a envoyé pour m'aider, exactement ce que j'avais demandé. J'ai opté. Tu as demandé à Poséidon de m'envoyer. J'ai demandé à un ami, a répondu Tyson, en tripotant le bord de son t-shirt. Les petits cyclopes grandissent seuls à la rue. Ils apprennent à fabriquer des choses. Avec ce qu'ils trouvent, ils apprennent à survivre. Mais c'est cruel. Il a secoué la tête avec sérieux. Ça nous apprend à apprécier notre chance, à ne pas devenir cupide, gros et méchant comme Polyphème. Mais j'avais peur. Il y avait tellement de monstres qui me pourchassaient, qui me griffaient quelquefois. Les cicatrices sur ton dos. Une larme a perlé au coin de son œil. Un sphinx. Sur la 72e rue, une grosse brute. J'ai supplié papa de m'aider. Et, peu de temps après, les gens de Merryweather m'ont trouvé. Je t'ai rencontré. La plus grande chance de ma vie. Je regrette d'avoir dit que Poséidon était méchant. Il m'a envoyé un frère. J'ai regardé la montre que Tyson avait fabriquée pour moi. Merci, a crié Annabeth. Viens. Chiron se tenait sur la ligne de départ, prêt à souffler dans la conque. Tyson, ai-je commencé? Vas-y, m'a interrompu Tyson. Vous allez gagner. Ouais, d'accord, Grand Lascar. Nous allons remporter cette victoire pour toi. J'ai grimpé dans le char et me suis mis en position à l'instant même où Chiron donnait le signal du départ. Les chevaux savaient quoi faire. Nous avons foncé sur la piste à une vitesse telle que je serais tombé si je n'avais pas eu les bras enroulés dans les rênes de cuir. Annabeth se tenait à la rambarde. Les roues glissaient admirablement. Nous avons franchi le premier virage avec une longueur de chariot d'avance sur Clarisse, qui s'efforçait de repousser une attaque au javelot des frères à la tire, aux commandes du char d'Hermès. Nous les battons, ai-je crié, mais j'avais parlé trop vite. Missile en approche, a hurlé Annabeth. Sur ces mots, elle a lancé son premier javelot en mode grappin, interceptant un filet lesté de plomb qui nous aurait emprisonnés tous les deux. Le char d'Apollon était arrivé à notre hauteur avant qu'Annabeth puisse se réarmer. Le guerrier des Apollons a planté un javelot dans notre roue droite. La hampe en a été broyée, mais non sans avoir d'abord brisé quelques-uns de nos rayons. Notre char a fait une embardée et tremblé sur ses essieux. J'étais persuadé que la roue allait céder, mais non, vaille que vaille, notre char a continué sur sa lancée. J'ai pressé nos chevaux de maintenir l'allure, les Apollons, et nous avancions maintenant de front les Héphaïstos. Les Héphaïstos nous talonnaient. Quant aux chars d'Hermès et d'Arès, qui allaient, eux, aussi de front, ils prenaient du retard. Clarisse et Connor à la tire étaient engagés dans un combat, épée contre javelot. Je savais que si nous recevions un seul coup de plus à la roue, nous verserions. Je vous tiens, a crié le riche du char d'Apollon. C'était un pensionnaire de première année. J'avais oublié son nom, mais une chose était sûre, il ne manquait pas d'aplomb. Que tu crois, a riposté Annabeth. Elle a saisi son second javelot. Une sacrée prise de risque, dans la mesure où il nous restait un
franchi à la pointe du javelot, à l'instant même où il percutait l'Aurige en plein torse, le poussant contre son compagnon d'attelage et les projetant tous les deux de leur char en culbute arrière. Les chevaux, sentant les rênes se relâcher, ont perdu la tête et foncé vers la foule. Les pensionnaires se sont éparpillés dans un vent de panique, tandis que les chevaux sautaient au-dessus des gradins du bord. Le char doré s'est couché sur le flanc et les chevaux sont partis au galop vers leurs écuries, en le traînant derrière eux. Je suis parvenu à amener notre char jusqu'au bout du deuxième tour. Malgré les gémissements de la roue droite, nous avons franchi la ligne et nous sommes lancés dans le troisième et dernier tour de circuit. Les yeux grinçaient horriblement. La roue qui tremblait nous faisait perdre de la vitesse, bien que les chevaux répondent à tous mes ordres, avançant comme une mécanique bien huilée. Il n'empêche que le char d'Héphaïstos gagnait du terrain, le sourire aux lèvres. Beckendorf a appuyé sur un bouton de son tableau de bord. Des câbles d'acier ont jailli des naseaux de ses chevaux mécaniques et sont venus s'encouler autour de notre rambarde arrière. Notre char tout entier s'est mis à trembler, secoué par le système de treuil de Beckendorf qui se mettait en action. Ces câbles nous tiraient vers l'arrière, tandis que son char allait de l'avant. Avec un juron, Annabeth a dégainé son poignard. Elle s'est attaquée au câble, mais il était trop épais. Je n'arrive pas à les trancher, a-t-elle hurlé. Le char d'Héphaïstos se rapprochait dangereusement et leurs chevaux menaçaient de nous piétiner. Change avec moi, ai-je dit à Annabeth. Prends les rênes, mais fais-moi confiance. Elle est passée à l'avant et m'a pris les rênes des mains. Je me suis retourné en m'efforçant de ne pas perdre l'équilibre et j'ai dégainé turbulence. J'ai asséné un grand coup d'épée sur les câbles qui ont cédé comme de la ficelle. Nous sommes repartis vers l'avant avec un violent à-coup, mais l'Aurige des Héphaïstos a tourné son char sur notre gauche et s'est placé à notre hauteur. Beckendorf a dégainé son épée. Il a attaqué Annabeth et j'ai paré son estocade. Nous allions arriver au dernier virage. La réussite me paraissait soudain hors de portée. Il fallait que je mette le char d'Héphaïstos hors de combat, mais il fallait aussi protéger Annabeth. Ce n'est pas parce que Beckendorf était un type bien qu'il hésiterait à nous envoyer tous les deux à l'infirmerie. Si nous baissions la garde, nous avancions de front à présent, et Clarisse, derrière nous, gagnait du terrain en rattrapant le temps perdu. A plus, Percy, m'a crié Beckendorf. Tiens, voilà un petit cadeau d'adieu. Il a lancé une pochette de cuir dans notre chariot. Elle s'est tout de suite collée au sol et mise à dégager une épaisse fumée verte. Du feu grec, a hurlé Annabeth. J'ai juré, j'avais entendu des histoires sur le feu grec. J'ai estimé que nous avions 10 secondes avant qu'il n'explose. Débarrasse-nous de ce truc, a crié Annabeth. Mais je n'y arrivais pas. Le char d'Héphaïstos était toujours à notre hauteur. Son équipage voulant s'assurer de l'effet explosif de leur petit cadeau. Beckendorf me tenait occupé en jouant de son épée. Si je baissais la garde le temps de m'occuper du feu grec, il taillerait Annabeth en pièces et nous nous écraserions. J'ai essayé de déloger la pochette avec le pied, mais je n'ai pas réussi. Elle était bel et bien collée. C'est alors que je me suis souvenu de la montre. Je ne voyais pas en quoi ça pouvait m'aider, mais je suis parvenu à appuyer sur le bouton du chrono. Instantanément, la montre s'est transformée, elle s'est déployée. Le bord métallique s'est dévissé en spirale comme l'obturateur d'un vieil appareil photo. Une lanière de cuir
Tyson avait assuré, comme un chef. J'ai brandi le bouclier et l'épée de Beckendorf est venue s'y écraser. La lame s'est fracassée. Qu'est-ce que a-t-il hurlé? Comment? Il n'a pas pu en dire davantage, car je lui ai asséné un grand coup en pleine poitrine avec mon beau bouclier tout neuf, l'expulsant de son char et l'envoyant rouler dans la poussière. J'allais attaquer l'Aurish avec turbulence quand Annabeth a crié « Percy !» Le feu grec lançait des étincelles. J'ai passé la pointe de mon épée sous la pochette et l'ai levée d'un coup sec comme une spatule. La bombe à feu s'est décollée et propulsée vers le char d'Héphaïstos pour tomber au pied de l'Aurish. Ce dernier a poussé un cri étouffé. En une fraction de seconde, il a pris la décision qui s'imposait. Il a sauté à bas de son char, qui donnait de la bande sur quelques mètres, puis explosé en une gerbe de flammes vertes. Les chevaux mécaniques ont semblé se mettre en court-circuit. Ils ont fait demi-tour et sont repartis, entraînant le char en flammes vers Clarisse et les frères à la tire, qui ont dû faire un écart pour l'éviter. Annabeth a tenu les rênes pendant le dernier virage. Je m'accrochais à la rambarde, m'attendant à ce que nous versions d'une seconde à l'autre. Mais les dieux seuls savent comment elle est parvenue à stimuler les chevaux et à nous faire tenir jusqu'au bout. Nous avons franchi la ligne d'arrivée et la foule a éclaté en applaudissements. Une fois notre char à l'arrêt, nos amis se sont pressés autour de nous. Ils se sont mis à scander nos noms, mais Annabeth a crié, couvrant le vacarme. Attendez, écoutez-moi, il n'y a pas que nous. La foule ne voulait pas se taire, mais Annabeth est arrivée à se faire entendre. Il y a quelqu'un sans qui nous n'aurions jamais réussi. Sans lui, nous n'aurions pas gagné cette course, ni rapporté la toison, ni sauvé Grover, ni rien du tout. Nous devons la vie à Tyson. Mon frère, me suis-je écrié bien fort pour que tout le monde m'entende. Tyson, mon petit frère. Tyson a rougi. La foule des pensionnaires a applaudi. Annabeth m'a embrassé sur la joue. À partir de ce moment, ça a été le grand délire. Tous les Athéna nous ont hissés sur leurs épaules. Annabeth, Tyson et moi. Et nous sommes portés en triomphe vers l'estrade où attendait Chiron, prêt à remettre la couronne de laurier au vainqueur. Et voilà, c'était la fin du chapitre 19. Chapitre 20. La magie de la toison d'or opère au-delà de toute espérance. Cet après-midi restera un des plus heureux que j'ai passé à la colonie, ce qui montre peut-être qu'on ne sait jamais quand on risque de voir son monde s'écrouler. Grover a annoncé qu'il pouvait passer le reste de l'été à la colonie avec nous avant de reprendre sa quête du dieu Pan. Ces chefs du conseil des sabots fendus étaient tellement impressionnés qu'ils soient revenus vivants en ayant, qui plus est, ouvert la voie au prochain satyre qui se lancerait dans la quête, qui lui avait accordé une permission de 2 mois et remis une nouvelle flûte de Pan. La seule fausse note, justement, c'était que Grover s'est obstiné à en jouer tout l'après-midi. Or, ses talents musicaux ne s'étaient guère développés. Il jouait YMCA en boucle, et les fraisiers ont fini par devenir un peu dingues et s'enroulaient autour de nos chevilles, comme s'ils voulaient nous étrangler. Je les comprenais, les pauvres. Grover m'a dit qu'il pouvait dissoudre le lien d'empathie qui nous unissait maintenant que nous étions face à face, mais je lui ai répondu que j'aimais autant qu'il le maintienne. Si ça ne l'embêtait pas, il a posé sa flûte de Pan et m'a regardé gravement. Mais si j'ai de nouveau des ennuis, ça te mettra en danger. Percy, tu pourrais mourir. Si tu as de nouveau des ennuis, je veux le savoir. Je viendrai de nouveau à ta rescousse, Grove. Tu ne me feras pas changer d'avis là-dessus. Il a fini par accepter de ne pas rompre
et il s'est remis à jouer au YMCA pour les fraisiers. Inutile de préciser que je n'avais pas besoin d'un lien d'empathie avec ces derniers pour savoir ce qu'ils ressentaient. Plus tard, pendant le cours de tir à l'arc, Chiron m'a pris à part et m'a dit qu'il avait réglé mes problèmes au collège Merriweather. L'école ne me considérait plus comme responsable de l'incendie qui avait ravagé le gymnase. Je n'étais plus recherché par la police. Comment avez-vous fait? Lui ai-je demandé. Les yeux de Chiron ont pétillé. Je me suis contenté de suggérer que les mortels avaient vu autre chose ce jour-là, une explosion de chaudière dont tu n'étais absolument pas responsable. Vous leur avez raconté ça et ça a marché. J'ai manipulé la brume. Un jour, quand tu seras prêt, je te montrerai comment on s'y prend. Vous voulez dire que je peux retourner à Merriweather l'année prochaine? Oh non, a répondu Chiron. Chiron, en dressant les sourcils, tu es renvoyé quand même. Ton principal, Monsieur Bonsaï, a dit, comment a-t-il formulé cela déjà, que tu avais un karma pas cool qui perturbait l'aura éducative de l'école. Mais tu n'auras pas d'ennui. Avec la justice, ce qui a été un grand soulagement pour ta mère. Et à propos de ta mère, il a détaché son téléphone portable de son carquois et me l'a tendu. Il est grand temps que tu l'appelles. Le pire, c'était le début. Le Percy Jackson, on peut savoir ce qui t'a pris. As-tu idée du sang d'encre que je me suis fait, qui t'a appris à filer à la colonie sans permission et à partir dans des quêtes dangereuses? J'ai failli mourir d'inquiétude. Mais elle a fini par s'interrompre pour reprendre son souffle. Oh, s'est-elle écriée, je suis tellement contente que tu sois sain et sauf. C'est ça que j'adore chez maman, elle est incapable de faire la gueule. Elle essaie, mais ce n'est pas dans sa nature. Excuse-moi, maman, je te ferai plus peur. Ne me promets pas ça, Percy, tu sais très bien que ça ne va faire qu'empirer. Elle essayait de parler d'un ton léger, mais je sentais bien qu'elle était secouée. J'ai voulu dire quelque chose pour la réconforter. En même temps, je savais qu'elle avait raison. Étant un sang mêlé, je serais toujours amené à faire des choses qui l'inquiéteraient. Et en grandissant, je serais confronté à des dangers de plus en plus grands. Je pourrais venir passer quelque temps à la maison, ai-je proposé. Non, non, reste à la colonie, entraîne-toi, fais ce que tu as à faire. Mais tu rentreras à la maison pour l'année scolaire prochaine, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, enfin, s'il y a une école qui veut bien de moi. Oh, nous trouverons quelque chose, mon chéri, a soupiré ma mère. Un endroit où ils ne nous connaissent pas encore. Quant à Tyson, les pensionnaires le traitaient désormais en héros. J'aurais été heureux de le garder comme compagnon de bungalow. Pour toujours. Mais ce soir-là, alors que nous étions assis tranquillement en haut d'une dune de sable qui dominait le détroit de Long Island, il m'a annoncé quelque chose qui m'a pris complètement par surprise. Papa m'a envoyé un rêve la nuit dernière, a-t-il dit. Il veut que je lui rende visite. Je me suis demandé s'il plaisantait, mais Tyson ne savait pas vraiment plaisanter. Poséidon t'a envoyé un message en rêve. Tyson a fait oui de la tête. Veut que j'aille sous l'eau pour le reste de l'été. Apprendre à travailler aux forges des cyclopes. Il a appelé ça un stage de Branda. Un stage d'apprentissage. Oui, je me suis efforcé de digérer l'information. Je dois l'avouer, j'étais un peu jaloux. Moi, je n'avais jamais été invité par Poséidon sous les eaux. Et puis soudain, j'ai pensé, Tyson va partir. Comme ça. Quand partiras-tu? Ai-je demandé. Maintenant. Maintenant, tu veux dire? Maintenant. J'ai plongé le regard dans les vagues du détroit. L'eau s'embrasait sous les rayons du soleil couchant. Je suis content pour toi, grand Lascar. Suis-je parvenu à dire sincèrement? Dur de quitter mon nouveau frère, m'a-t-il confié, avec un tremblement dans la voix. Mais je veux faire des choses, des armes pour la colonie. Vous en aurez besoin. Je savais qu'il disait vrai. Malheureusement, la toison d'or
n'avait pas résolu tous les problèmes de la colonie. Luke était toujours libre et continuait à constituer son armée. À bord du Princesse Andromède, Chronos continuait à se reformer dans son sarcophage doré. Tôt ou tard, nous allions devoir les affronter. Tu fabriqueras les meilleures armes du monde, ai-je assuré à Tyson. Et je parie qu'elles donneront l'heure avec une parfaite précision en plus. Les frères sont raides, a déclaré Tyson, en reniflant. Tu es mon frère, pas de doute là-dessus. Il m'a tapoté dans le dos, si fort que j'ai failli tomber de la dune. Puis il a écrasé une larme au coin de son œil. Et s'est levé. Fais bon usage du bouclier, m'a-t-il dit. Compte sur moi, grand lascar. Il te sauvera la vie un jour. À cause de la façon dont il a dit ça, tellement naturel, je me suis demandé si son œil de cyclope voyait l'avenir. Il a descendu la dune, s'est approché de l'eau et a sifflé. Arc-en-ciel, l'hippocampe a surgi des vagues. Je les ai regardés s'enfoncer tous les deux vers le royaume de Poséidon. Après leur départ, j'ai baissé les yeux sur mon bracelet montre. J'ai appuyé sur le bouton du chrono et le bouclier s'est déployé. Des images de style grec ancien étaient gravées dans le bronze, représentant toutes des épisodes de nos aventures de cet été. On y voyait Annabeth pourfendant un lestrigon, moi repoussant les taureaux de bronze sur la colline des emmêlés, Tyson à cheval sur Arc-en-ciel, chevauchant vers le Princesse Andromède, les canons de Birmingham faisant feu contre Charybde. J'ai passé la main sur une image de Tyson combattant l'hydre tout en brandissant une boîte de monstres de beignets. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste. Je savais que Tyson allait vivre une expérience formidable sous l'océan, mais il me manquerait, lui et sa fascination pour les chevaux, sa façon de réparer les chars ou de tordre le métal à main nue, de prendre les méchants par les pieds et la tête et d'en faire des nœuds. Même ces ronflements de tremblements de terre toute la nuit dans le lit voisin du mien me manqueraient. Et Percy, je me suis retourné. Annabeth et Grover étaient en haut de la dune. Je devais avoir du sable dans les yeux, parce que je plissais beaucoup les paupières. Tyson, leur ai-je dit, il a dû. Nous sommes au courant, m'a interrompu Annabeth d'une voix douce. Chiron nous a prévenus. Les forces des cyclopes. Grover a frissonné. J'ai entendu dire que la nourriture de la cafette était immonde. Jamais d'enchilada, pour te donner une idée. Annabeth m'a tendu la main. Viens, cervelle d'algue, c'est l'heure du dîner. Et nous sommes partis vers le pavillon réfectoire, rien que tous les trois, comme autrefois. Il y a eu un orage cette nuit, là, mais il a contourné la colonie, des sangs mêlés, comme le faisaient normalement les orages. Les éclairs illuminaient l'horizon. D'énormes vagues s'écrasaient sur la plage, mais pas une goutte de pluie n'est tombée dans notre vallée. Nous étions à nouveau protégés grâce à la toison d'or, à l'abri dans nos frontières magiques. J'ai eu pourtant un sommeil troublé de rêves. J'ai entendu Chronos me provoquer depuis les profondeurs du Tartare. Polyphème est assis dans sa grotte, à moitié aveugle, jeune héros, et il s'imagine avoir remporté une grande victoire. Te berces-tu de moins d'illusions? Le rire glacial du titan a empli les ténèbres. Puis, mon rêve a changé. Je suivais Tyson au fond de la mer, à la cour de Poséidon. C'était une salle étincelante, baignée de lumière bleue au sol, pavée de perles sur un trône de corail. Se tenait mon père, habillé comme un simple pêcheur, d'un short en toile et d'un t-shirt décoloré par le soleil. Je levai le regard vers son visage, mat et buriné, aux yeux verts profonds, et il prononçait deux mots. Prépare-toi. Je me suis réveillé en sursaut. On frappait à la porte. Grover a déboulé dans mon bungalow, sans attendre d'y être invité. Percy, Annabeth sur la colline, a-t-il bafouillé, elle? J'ai vu son expression, qu'il
se passait quelque chose de très grave. Annabeth était de garde cette nuit-là. C'était elle qui protégeait la toison. S'il était arrivé quelque chose. J'ai repoussé mes couvertures. Mon sang se glaçait dans mes veines. Je me suis habillé en hâte pendant que Grover tentait de faire une phrase entière en vain. Il était trop essoufflé, trop bouleversé. Elle est allongée sans bouger. Je me suis rué dehors et j'ai traversé à toutes jambes la cour centrale. Grover derrière moi. Le jour pointait à peine, mais la colonie entière semblait se réveiller. La rumeur se répandait. Il s'était passé quelque chose de phénoménal. Quelques pensionnaires grimpaient déjà vers le sommet de la colline. Des satyres, des nymphes et des héros qui arboraient un curieux assortiment d'armures et de pyjamas. J'ai entendu des sabots de cheval et Chiron nous a rattrapés au galop, l'air grave. Est-ce vrai? A-t-il demandé à Grover. Grover n'a pu que hocher la tête, l'air toujours aussi abasourdi. J'ai voulu demander ce qui se passait, mais Chiron m'a attrapé par le bras et hissé sans effort sur sa croupe. Ensemble, nous sommes partis vers le sommet de la colline, où un petit attroupement se formait déjà. Je m'attendais à ce que la toison d'or ait disparu, mais elle était toujours là, pendue à une des branches du pin et scintillait dans la lumière de l'aube. L'orage s'est dissipé et le ciel était rouge sang. Maudit soit le seigneur des titans, a dit Chiron. Il nous a manipulés de nouveau. Il s'est donné une nouvelle chance de contrôler la prophétie. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. La toison d'or, la magie de la toison d'or a trop bien fonctionné. Nous nous sommes rapprochés au galop et tout le monde s'est écarté à notre passage. Une fille gisait au pied de l'arbre, inconsciente. Une autre fille, en armure grecque, était agenouillée près d'elle. Le sang s'est mis à battre à mes tempes. Je n'arrivais pas à réfléchir. Annabeth s'était-elle fait attaquer? Mais alors, pourquoi la toison était-elle encore là? L'arbre lui-même avait l'air en parfaite santé, gorgé de l'essence vitale de la toison. Elle a guéri l'arbre, a repris Chiron d'une voix rauque, et le poison n'est pas la seule chose qui l'a rejeté. Alors, je me suis rendu compte que ce n'était pas Annabeth qui gisait par terre. Annabeth était la fille en armure, agenouillée près de celle qui était évanouie. En nous voyant, elle a couru vers Chiron. Elle, soudain, d'un coup, des flots de larmes coulaient de ses yeux, mais je ne comprenais toujours pas. J'étais trop angoissé pour analyser la situation. J'ai sauté à terre et couru vers la fille inconsciente. Percy, attends, a dit Chiron. Je me suis agenouillé près d'elle. Elle avait des cheveux noirs, coupés courts et des taches de rousseur sur le nez. Elle avait une charpente de coureuse de fond agile et forte et un style vestimentaire qui oscillait entre le punk et le gothique. T-shirt noir, jean noir, déchiré, blouson de cuir noir, au col couvert de badges de groupe dont je n'avais jamais entendu parler. Ce n'était pas une des pensionnaires, je ne l'avais jamais aperçue dans aucun des bungalows. Et pourtant, j'avais une très étrange sensation de déjà-vu. C'est vrai, a répété Grover, tout essoufflé d'avoir couru. Je n'arrive pas à y croire. Personne d'autre ne s'est approché de la fille. J'ai mis la main sur son front. Elle avait la peau froide. Pourtant, le bout de mes doigts a picoté, comme s'il brûlait. Elle a besoin de nectar et d'ambroisie, ai-je dit. Pensionnaire ou non, c'est indubitablement une sans mêlée. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde paraissait tellement effrayé. Je l'ai attrapée à bras-le-corps et l'ai hissée en position assise, collant sa tête contre mon épaule. Ben alors, ai-je crié aux autres. Qu'est-ce que vous savez tous? Il faut qu'on la porte à la grande maison. Personne n'a bougé, pas même Chiron. Ils étaient tous trop sonnés. Alors la fille a respiré faiblement, elle a toussé, puis ouvert les yeux. Elle avait les iris étonnamment bleus, un bleu électrique. Elle m'a regardé d'un air perdu, tremblante et les yeux écarquillés. Qui? Je m'appelle Percy, ai-je dit. Tu es en sécurité maintenant. Un rêve tellement bizarre. Ça va aller, je mourrai. Non, lui ai-je assuré, tout va bien. Comment tu t'appelles? Alors, j'ai su, avant même qu'elle me réponde. La fille a plongé le regard de ses yeux bleus dans les miens, et j'ai compris ce qu'il y avait derrière la quête de la toison d'or.
derrière l'empoisonnement de l'arbre, derrière tout, Chronos avait fait tout cela pour amener un autre pion sur l'échiquier, une autre chance de contrôler la prophétie. Même Chiron, Annabeth et Grover, qui auraient dû se réjouir, étaient sous le choc, songeant à ce que cela pouvait signifier pour l'avenir, et je tenais contre moi celle qui était destinée à devenir ma meilleure amie, ou, qui sais-je, ou qui sait, ma pire ennemie. Je suis Thalia, fille de Zeus, a dit la fille aux yeux bleus électriques. Et c'est sur ça que se finit la mer des monstres, incroyable fin.